Je suis Virginie Avlange, chargée de communication à KBR. Ce podcast est une production de KBR, réalisée par We Tell Stories. James Ensor, Inspired by Brussels. Épisode 3, XL, une deuxième maison. Pardonnez-moi mon orthographe stupide. Vous voyez, malgré le code, je ne m'en sors pas comme en crayonnant. Je vous envie la souplesse de votre plume, l'absolue correction de l'orthographe et la justesse de ponctuation. Espérant que toutes mes imperfections ne me feront pas dégringoler trop rudement, je vous prie de ne voir que le fond de mes lettres. Là, vous trouverez toujours un reflet de notre vive affection pour vous et les vôtres. Vous venez d'entendre un extrait d'une lettre d'Ensor à Mariette Rousseau. Était-il secrètement amoureux de l'inaccessible Mariette ? La lettre ne répond pas à la question. Sa correspondance avec elle nous montre toutefois une facette plus vulnérable d'Ensor. Elle dévoile son côté sensible et son affection pour Mariette et sa famille. Petit à petit, Ensor livre la clé de son cœur. Une expression à prendre au pied de la lettre. La correspondance assidue d'Ensor avec la famille Rousseau comprend aussi des esquisses et des dessins. Et bien caché au dos de l'une des lettres, on aperçoit un cadenas en forme de cœur avec dedans les silhouettes de Mariette et de James qui en tient la clé. La solide amitié entre Ensor et la famille Rousseau est documentée de manière vibrante dans des centaines de lettres. Les premières années, la fréquence de cette correspondance est très élevée. Ensor affirme recevoir quantité de lettres de Mariette, au moins une par semaine. Le peintre indiquera plus tard que sa rencontre avec elle a été l'une des plus importantes de sa vie. Mariette conservera toutes ses lettres illustrées, ses dessins et ses cartes de visite autographes dans un luxueux album. Les dessins donnent un aperçu des aventures vécues par l'artiste en compagnie de ses amis bruxellois. Sorties nocturnes, séjours dans leur résidence, promenades dans la périphérie boisée de la ville et bien d'autres. Mais qui sont les Rousseau ? Comment Ensor a-t-il fait leur connaissance ? Tout commence chez Théodore Hannon. Ensor fait sa connaissance en 1879. Il est alors à l'académie depuis 2 ans. Nous ne savons pas exactement où et dans quelles conditions ils se rencontrent, mais il est certain que la peinture a joué un rôle. Théo est peintre lui-même. Il ne suit pas de cours à l'académie, mais est en apprentissage auprès du peintre indépendant Camille Van Camp. C'est dans l'atelier libre de Van Camp qu'ils se seraient rencontrés. À l'époque, les ateliers libres étaient très en vogue. Ils servaient de refuge aux jeunes artistes qui s'opposaient à l'académie et foisonnaient donc de personnalités avant-gardistes en quête d'innovation. En 1875, Hannon fonde la Chrysalide avec Constantin Meunier et Félicien Rops, entre autres. Il s'agit d'un cercle d'artistes progressistes qui organisent leurs propres expositions. Un précurseur des 20, donc. Entre-temps, Théo écrit des contributions pour diverses revues belges et françaises en tant que poète et critique. Quand Ensor rencontre Théo, il rencontre une figure clé du monde artistique belge. Les Hannon sont de vrais bourgeois. Le père enseigne à l'université de Bruxelles. Le frère cadet, Édouard, est ingénieur. C'est aussi un photographe amateur réputé et le commanditaire de l'actuelle maison Hannon. Et puis, il y a Mariette, l'aînée des 3 enfants. En tant que femme, elle n'a pas accès à l'université. Mais grâce aux encouragements et leçons privées de son père, elle devient biologiste et se spécialise dans les champignons. C'est une mycologue respectée. Elle étudiera même des champignons recueillis par Adrien de Gerlache lors de son expédition antarctique. Hannon père meurt en 1870. Ernest Rousseau, ancien collègue et professeur de physique, devient alors le tuteur des enfants. Malgré une différence d'âge de pas moins de 20 ans, Mariette épousera son professeur particulier en 1871. Ils auront un fils ensemble, Ernest Junior. Théo présente Ensor à sa famille. La majestueuse maison bourgeoise du numéro 20 de la rue Vautier à Ixelles devient vite son 2e foyer. Mariette y reçoit ses hôtes avec plaisir. C'est un lieu d'érudition et de culture, avec un petit grain de folie. Des bals masqués comme de sérieuses soirées de discussion y sont organisées. Et chaque fois, Ensor est le bienvenu. Il noue aussi une relation particulière avec Ernest Junior, de 12 ans son cadet, qui aurait tout aussi bien pu être son frère. Ensor représentera leur maison, leur rue et leur environnement à plusieurs reprises.
l'eau forte intitulée Le Réverbère montre le parc et les maisons situées derrière, vues depuis le premier étage de la maison Rousseau. Une peinture montre l'intérieur de la salle à manger du rez-de-chaussée. On y voit des chinoiseries exotiques et des œuvres d'art belges contemporains, témoins de leurs goûts éclectiques. Ces tableaux y sont aussi accrochés. On y aperçoit également l'armoire Friezen qui lui a inspiré l'eau forte intitulée L'armoire hantée, dans laquelle le meuble de la Renaissance est entouré de personnages fantomatiques. Enfin, le microscope de Mariette est aussi visible. En 1908, la famille possède plus de 20 œuvres d'Ensor. 4 sont conservées au Musée royal des beaux-arts de Belgique. Les Rousseau ne sont pas seulement ses meilleurs amis, ce sont surtout ses mécènes. L'été, la famille s'installe dans son pied-à-terre à Watermal-Boisfort. C'est le décor de nombreuses promenades et excursions, auxquelles participe aussi Ensor. Il y puise l'inspiration pour quelques-unes de ses eaux fortes. L'une d'entre elles fait particulièrement penser à un passage décrit par une nièce de la famille. Elle raconte que, par une belle après-midi d'été, ils écoutaient ensemble un poème d'Heinrich Heine dans la forêt de Soignes. Ernest Junior lisait à haute voix Les caprices des amoureux, un poème sur un scarabée qui tombe désespérément amoureux d'une mouche. Elle a remarqué le rire silencieux d'Ensor juste avant qu'il n'explose d'une joie soudaine et exagérée et en souligne le sens caché avec ironie. L'eau forte en question montre un scarabée et une libellule, avec respectivement la tête d'Ensor et de Mariette. Puisqu'on parle d'eau forte, Ensor commence à utiliser cette technique au printemps 1886. Il procède à des expériences avec Théo Hannon. Ce graveur expérimenté apprendra les ficelles du métier à Ensor. Mais Mariette joue ici aussi un rôle clé. Elle est à la fois sa muse, vous vous rappelez l'insecte singulier, et sa responsable logistique. Elle fait le lien entre Ostende et Bruxelles. Elle l'approvisionne en fournitures artistiques. Elle envoie par exemple des plaques de cuivre à Ostende par train postal. Mais surtout, elle est l'intermédiaire entre Ensor et les imprimeurs bruxellois. Ensor n'avait pas de presse et faisait imprimer ses eaux fortes dans la capitale. Mais comme il ne pouvait pas toujours se rendre à Bruxelles pour superviser le processus, il confiait ce rôle à Mariette. Il envoyait les lourdes plaques de cuivre par train de marchandises à Ixelles, où elles étaient stockées en toute sécurité dans le buffet de la maison Rousseau, avant d'être envoyées chez l'imprimeur. Mariette avait pour mission de veiller à la qualité de l'impression. Ensor ne faisait pas confiance aux imprimeurs bruxellois. En remerciement, il lui envoyait des champignons spéciaux ou des timbres rares pour la collection d'Ernest Junior. Il est clair qu'Ensor ne serait jamais devenu celui qu'il était s'il n'avait pas croisé le chemin de Théo Hannon et sa famille. À leur contact, il s'est familiarisé avec des idées progressistes et libérales, et ses nombreuses rencontres avec les cercles radicaux invités par la famille ont influencé sa vision et sa pratique artistique. Résultat, des peintures avant-gardistes qu'il peut présenter lors des salons des vins. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment celle-ci voyait le jour. C'était Ixelles, une deuxième maison, le 3e épisode de James Ensor Inspired by Brussels. Vous avez envie d'en savoir plus sur nos activités à KBR ? Rendez-vous sur www.kbr.be.